Alors Doctolib aujourd'hui c'est 340 000 professionnels de santé qui utilisent les solutions. C'est plus de 80 millions de patients qui l'utilisent aussi. C'est chaque mois 17 millions de rendez-vous qui sont pris en ligne, 20 millions de téléconsultations qui ont été faites depuis la création et tous les mois 3 millions de documents qui sont partagés sur l'application. C'est depuis 2022 une société, une entreprise à mission avec une mission principale qui est d'œuvrer pour un monde en meilleure santé et avec deux objectifs. Le premier, aider les personnels de santé à améliorer leur quotidien et de l'autre côté, le pendant de ça, rendre la santé accessible à tous du côté patient. Doctolib, c'est une suite de produits, un OS, qui se compose en 4 familles de produits, 4 suites de produits. La première qui est le logiciel pour interagir avec les patients. Le deuxième, c'est le logiciel qui va permettre aux praticiens, aux professionnels de santé de faire sa consultation, de faire son acte médical avec à l'intérieur le profil patient et puis ce qui va soutenir son activité médicale. La troisième suite de logiciel, c'est ce qu'on va appeler le billing, donc toute la partie finance. Et puis la quatrième, ça va être la coopération, care cooperation, entre les professionnels de santé, afin qu'ils puissent consulter des pairs, avoir d'autres avis, tout ça dans un environnement sécurisé. Alors mon rôle est deux, je suis éthique et conformité, éthique et compliance en bon français. Sur la compliance, en fait, le sujet c'est de développer la culture de la compliance chez Docto. Historiquement, on était plus une boîte de SaaS qui vendions des solutions en SaaS et l'idée c'est de basculer petit à petit dans une entreprise de la santé avec la réglementation applicable et puis peut-être à terme un jour dans la réglementation qui est applicable au dispositif médical qui est beaucoup plus réglementé et pour développer cette culture-là. Sur l'aspect éthique, en fait, c'est développer ce muscle éthique, notamment sur l'innovation. L'éthique sert justement à orienter et à prendre les bonnes décisions lorsque la compliance est moins efficace, notamment dans des environnements assez innovants. Alors avant d'utiliser Wisply, on n'avait pas grand-chose parce qu'on a une boîte, comme je disais, qui a été créée en 2013, plutôt récente, avec des process plutôt manuels, notamment sur ces sujets-là. Et donc il n'y avait pas de legacy à reprendre, donc ça c'était un avantage, on a pu basculer directement sur du full digital. Donc éclaté, mais pas spécialement d'outils propres à ces solutions du type de Wisply. Le projet Wisply, c'est d'abord répondre aux obligations légales. Alors, c'est pas suffisant, c'est pas très satisfaisant comme réponse, mais c'est la vérité. Mais l'idée aussi, c'était d'aller chercher les best practices et de reconnaître le rôle qui est différent de Docto aujourd'hui. Un des challenges de Docto aujourd'hui, c'est que la perception par les populations, c'est que si on est une grosse boîte et qu'on a plein de moyens, en fait la vérité c'est qu'on est une ETI, on est 2800 salariés. Donc nos moyens sont assez disproportionnés par rapport à la perception du public. Et donc d'accepter aujourd'hui de mettre en place ce type d'outils, c'était aussi reconnaître l'impact qu'on pouvait avoir, les dépendances qu'on avait vis-à-vis d'autres parties prenantes. Et moi j'aime bien cette quote de Spider-Man, c'est « With great powers comes great responsibility », avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et c'était aussi répondre à ça, répondre à ses obligations et à ses attentes de nos stakeholders. Doctolib est présent dans 3 pays, la France historiquement, puisque la société a été créée en 2013 en France, c'est une société française. Et puis on s'est développé en Allemagne d'abord, et puis plus récemment en Italie. Dans notre cas, en fait, la mise en conformité avec les différents pays est relativement simple parce qu'on n'a que 3 pays. Et c'est des pays qui ont des corpus législatifs qui sont vraiment très proches, très similaires. Il y avait quelques écarts, mais généralement, quand il y avait des écarts, on essayait de niveler par le haut. Wisply nous intéressait pour les évolutions, que ça pouvait permettre dans l'avenir aussi, rajouter de nouvelles juridictions, etc., des nouvelles versions de langue, etc. Mais finalement, c'était un sujet qui était plutôt facile, je pense, par rapport à d'autres projets pour Wisply, parce qu'on avait une présence géographique qui est relativement limitée. Avoir une plateforme multilingue, c'était important, mais le sujet, c'était plus d'aller au-delà et de dire si on veut créer cette culture de speak-up, cette culture de créer un environnement qui encourage et l'intégrité et la vérité, il faut aussi se mettre au niveau des personnes et donc utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, en ce compris le fait d'être adapté à la langue locale et donc notamment dans des pays où l'anglais est un peu moins utilisé, par exemple comme en Italie, c'était important. Et d'arriver dans cette nuance d'avoir une plateforme qui soit jolie, qui puisse permettre d'avoir le versionning en différentes langues, c'est un élément assez important d'adoption et de garantie, de nuance et de prise de soin des particularités locales. Alors, comment on envisage l'évolution de Wisply avec Docto dans le futur? En fait, l'idée, c'est de répondre un petit peu aux besoins de Docto. Doctolib, on est hyper agile, on change de stratégie tous les 6 mois, on pivote, on change. Et donc, en fait, les 3 challenges qu'on peut avoir, en tout cas à l'avenir pour nous, c'est d'une part, avoir des métiers qui vont s'élargir. Ensuite, on peut avoir
l'opportunité de grandir dans de nouveaux pays. Et donc c'est aussi la deuxième thématique qui est importante dans le choix de Whispli, c'est de dire est-ce qu'ils peuvent nous accompagner sur de nouveaux pays. Et puis ensuite, c'est de nouvelles entités juridiques, de nouvelles suite à des fusions, des acquisitions et acquérir des sociétés. Donc c'était les trois éléments qu'on voyait, qu'on a intégrés dans les RFP pour s'assurer que ce rythme-là, qui est un rythme assez propre à l'entreprise, puisse évoluer et que la solution Whispli puisse nous aider à soutenir en fait, ces différents changements à venir. Le premier challenge qu'on avait, c'était vraiment de créer cet entonnoir un petit peu et cette one-stop shop pour les employés et de créer cette espèce de port d'atterrissage ou d'aéroport d'atterrissage pour les employés. À l'intérieur de ça, il y avait aussi un sujet pour nous qui était d'assurer l'audit trail sécurisé et donc avec les personnes qui allaient utiliser le back-office, d'avoir aussi cet élément d'assurance. On avait aussi un deuxième challenge qui était le dashboarding, c'est-à-dire que l'entonnoir était important, mais c'était aussi la ressortie, comment est-ce qu'on allait utiliser ces données et comment est-ce qu'on allait pouvoir les rendre parlantes et meaningful et qui nous permettent d'avoir des conduites de changement et de faire de l'amélioration continue. On nous a vraiment bien accompagnés en amont sur l'outil lui-même, la qualité de l'outil, et puis sur le dashboarding avec les dashboarding spécifiques qu'on a pu développer. Comment on l'a mis en place, qui a participé? De manière assez simple, on n'était pas forcément très mature nous sur le sujet de faire du PMO en interne très structuré. Donc on a fait deux streams assez simples. Un stream éthique et compliance sur lequel on a pas mal bossé sur les channels et les workflows. Et puis on a fait un deuxième stream assez classique je dirais, un stream technique sur lequel on a fait se parler les équipes Whispli avec nos équipes IT, notamment pour la mise en place du SSO, etc. Du côté technique, j'ai eu l'impression que c'était quelques heures qu'ils ont passées. Donc all in all, vraiment super rapide. Quelques jours sans doute, pas plus, mais parce que j'avais l'avantage d'avoir une idée assez précise de ce que je voulais. Whispli nous a vraiment aidé dans le déploiement de deux aspects. Bon, l'aspect avant-vente, préparation, etc., ça c'était bien, mais surtout sur les templates qu'ils nous ont donnés au début sur les workflows et channels, ça c'était important parce que c'était propre, ce mode de fonctionnement était propre à Whispli, donc c'est important de le comprendre et de voir un petit peu ce que d'autres clients avaient pu imaginer, développer. Et puis surtout le deuxième aspect où là, ça a mis plus de temps à maturer de notre côté, mais c'était vraiment le dashboarding. Là, on a un peu plus travaillé, ça a pris un peu plus de temps. J'ai un peu embêté Charlie chez Whispli, mais à la fin, on a un truc qui fonctionne bien. On a d'abord fait le code de conduite, et c'est lorsqu'on a déployé le code de conduite, en fait, qu'on a communiqué également sur la mise en place de la plateforme Whispli, qu'on appelait en interne SpeakUp. Donc en fait, le déploiement a été assez simple, c'est que le PDG, le CEO, le fondateur, a annoncé la sortie du code et a communiqué sur le fait qu'on avait une plateforme qui mettait en valeur et mettait en pratique les principes du code. Et ensuite, le message a été cascadé par le lendemain, par les managing directors dans les pays, en reprenant le message et en le customisant, le traduisant en fait, puisque le message du CEO était en anglais à l'origine. Donc le soutien a été par là, dans le code, dans la communication, avec un forward, un avant-propos du CEO dans le code, et avec un appui tout le long à la sortie et lors du release. Au lieu de se demander pourquoi quelqu'un lance une alerte, en fait, on peut se demander, c'est tout aussi intéressant, voire peut-être même plus intéressant, de se demander pourquoi quelqu'un ne lance pas une alerte. Je vois au moins 5 raisons de le faire, alors 5 simplement parce que j'ai 5 doigts dans la main, mais si on y réfléchissait un peu plus, je pense qu'on pourrait trouver plein d'autres raisons. Mais la première, c'est un new joiner, c'est quelqu'un qui arrive récemment dans l'entreprise et il n'est pas au courant que c'est quelque chose qui est attendu de lui. Deuxième situation éventuellement par laquelle quelqu'un n'utiliserait pas ou ne partagerait pas une préoccupation, c'est qu'il ne connaît pas la règle, simplement. La règle n'est pas claire. Et donc là, ce qui est important, c'est de réexpliquer, resetter les attentes à travers le code, à travers un système de communication étendu et régulier et permanent. Troisième situation pour laquelle quelqu'un pourrait ne pas utiliser ou partager sa préoccupation, c'est le fait qu'il pensait que c'était normal, c'est une pratique normale, c'était attendu, ou le management était déjà au courant. Et donc là, pareil, importance de réexpliquer, répéter le message. Quatrième situation qu'on peut imaginer, c'est quelqu'un qui a peur pour sa carrière. Super important d'avoir une solution qui puisse permettre l'anonymat, parce que ça fait partie des garanties, et plus une non-retaliation policy, qui permet de protéger, en tout cas d'apporter des garanties à la personne et lui donner confiance dans l'outil. Et la dernière
hypothèse qu'on peut imaginer, c'est que quelqu'un pense que c'est pas utile. C'est l'objectif de l'entreprise de créer cette culture du speak-up, justement, où chacun se sent empoweré et légitime de soit poser une question, soit de partager une préoccupation. Et c'est l'obligation et c'est le devoir de l'entreprise de lui apporter l'ensemble des outils, communicationnels, répétition, présence, etc., mais aussi un outil comme Whispeak, pour s'assurer que toutes les chances ont été données de partager cette préoccupation. Alors comment la plateforme a été reçue? C'est toujours un peu difficile de répondre parce que par définition, l'essentiel des collaborateurs reste anonyme dessus, donc vous ne pouvez pas avoir d'interaction dessus. Mais en tout cas, quand on a fait des tests au début, notamment sur la période de choix, quand on a présenté l'époque, les démos, etc., les réactions qu'on avait, c'était de dire ça ressemble à un outil qu'on aurait pu développer en interne, donc ça c'était super important pour l'adoption. Et surtout, ça s'utilise, le look and feel, ça s'utilise sans explication, sans mode d'emploi, sans manuel. Donc ça c'était vraiment un aspect qui était assez important. Donc globalement, le retour était plutôt positif sur le look and feel, le sérieux de la solution, le fait que ça faisait le job pour lequel on l'avait choisi. Et puis il y a peut-être un aspect qui est intéressant aussi, qui est le Safe Inbox, qui correspond plutôt bien à la génération Z, Gen Z qu'on peut avoir chez Doctolib, où cet aspect de créer un environnement sécurisé dans lequel on a la question, la réponse et on voit les interactions, correspondait à un mode qui parlait, en tout cas, ou a plus facilement parlé à nos populations. Alors comment on assure l'évolution de la population qui utilise? On est une petite entreprise, encore une fois, enfin en tout cas des petites équipes, et donc c'est assez facile de le faire, c'est assez manuel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré les premières sessions, et puis on s'assure de le pousser régulièrement au nouveau. On a la chance, encore une fois, d'avoir une petite population, et donc on peut faire ce type de suivi. La question se posera peut-être différemment dans quelques années, mais pour l'instant, ça reste encore assez manuel. Pour le déploiement de la solution, on a eu la chance d'arriver à faire combiner la publication de notre code avec le déploiement de la plateforme. Et donc en fait, c'est un message qui était relativement homogène, de dire vous avez un code, référez-vous-y, le management est là pour vous expliquer. Si vous avez des préoccupations et des concerns, discutez-en avec votre manager, sachez qu'il y a un compliance officer, et si tout ça ne marche pas, parce que soit votre manager est en prise ou concerné, ou soit vous avez déjà éventuellement partagé cette préoccupation mais il n'y a pas eu de conséquences, vous pouvez ultimement partager et utiliser Whispeak. L'idée, c'est important, c'est de le positionner comme un outil en soutien, pas comme un outil de management au quotidien. Et c'est très important, et c'est vraiment ce qu'on essaie d'amplifier, de dire chez Doctolib, les managers managent, et c'est la route normale de le faire, mais à la fin, vous avez ce Last Resort Channel que vous pouvez utiliser. Comment on informe les collaborateurs, ce qu'on appelle speak up, et en fait c'est lié au code, en fait, c'est comment est-ce qu'on diffuse et déploie ça. Le premier élément, c'est d'être présent lors de la semaine d'onboarding. On a une session pendant ces 4 jours, on a une session de 2 heures sur éthique et conformité, et donc la première chose, c'est lors de cet onboarding, d'expliquer ce qu'est le code, d'expliquer ce qu'est le speak up, et d'expliquer ce qu'on attend de nos collaborateurs. Deuxième étape, c'est la diffusion du code. Et donc la diffusion du code et la signature du code et l'existence ou la connaissance de Speak Up lorsque les collaborateurs signent leur package salarial, donc ils acceptent de la même manière qu'il y a le règlement intérieur, la charte informatique, etc. Deuxième élément, c'est dans les e-learning et dans les formations qu'on crée, systématiquement il y a un rappel pour expliquer que c'est la mise en œuvre du code. Puis le quatrième élément, c'est un sujet de com en général, et donc on a un plan de com annuel, répétitif, récurrent, qui retravaille cette dimension du code, qui retravaille la dimension du speak-up avec d'autres thèmes, mais c'est d'être présent là, physiquement, dans les murs, dans les bureaux, chez nous, d'être présent visuellement et pas que uniquement dans le code. Alors nous, nos enjeux étaient assez simples en fait, c'était d'abord un enjeu de rapidité d'exécution, entre le moment où on voulait se décider et au moment où on voyait effectivement fonctionner. C'était vraiment un sujet assez important. Le deuxième sujet, c'était, on l'a un peu évoqué, mais c'est la sécurité. Le fait qu'on soit sur une solution hébergée en France et qu'il y avait à la fois des certifications de sécurité, etc. Et on avait un processus spécifique de revue données personnelles et sécurité. Et donc là, il fallait vraiment cocher l'ensemble des cases. Et certains concurrents, lors du RFP, n'ont pas pu y répondre. Et puis le troisième élément, c'était vraiment arriver à la fin
à une proposition commerciale qui corresponde à peu près à un budget d'une ETI qu'on était. Et encore une fois, revenir à cette différence de perception. Ah, on pense que Doctolib a beaucoup de moyens versus la réalité de nos budgets. Et donc, arriver à une tarification qui rentre à peu près dans cette logique-là. Voilà. Et donc, ce qui a vraiment fait la différence pour nous, et le challenge, c'était vraiment la mise en œuvre qu'on a vu extrêmement rapidement. Et puis l'adoption que ça a généré derrière, le fait que l'outil ressemblait à quelque chose du Docto, a été bien perçu par les gens. Ils ont compris, sans être formés, ce qu'on pouvait attendre de la solution, comment ça fonctionnait. Donc voilà, simplicité et rapidité. Pourquoi on a choisi Whispli? D'abord, on cherchait une solution qui ressemble à Doctolib. Quelque chose qui soit ouvert, quelque chose qui inspire confiance et quelque chose qui soit simple à utiliser. Et ça, c'était vraiment les éléments ADN qui étaient importants. L'idée, c'était d'offrir la même solution à nos employés, à nos salariés, que les solutions qu'on apportait à nos clients. Quand on a fait le RFP, on avait consulté 6-7 personnes, 6-7 autres entreprises. Et donc on avait trouvé soit des solutions qui étaient trop simples, simplistes, soit des solutions qui étaient hébergées aux États-Unis, soit des solutions trop compliquées. Et donc on trouvait que Whispli, ça faisait un bon compromis qui était adapté à notre taille de TI aussi. Et donc ce qui a vraiment fait la différence à la fin pour nous, c'était d'une part la solution full digital, on n'avait pas de legacy à récupérer, et donc c'était vraiment une solution full digital qui était simple à utiliser et simple à mettre en œuvre.